Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi il n'y a pas de grande réalisation d'infrastructures? Et vous ne nous avez pas donné une réponse claire. Vous n'avez pas été capable de nous donner une réponse claire. Je vais résumer. Donc, vous ne nous avez pas. Je vous donne. Non, laissez-moi finir. Donc, comme ça, vous allez. Donc, ça, Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission d'échange et d'actualité. Regarde d'ailleurs, comme vous le savez, nous sommes dans une année électorale. Le président de la République, Mohamed Ould Ghazouani, a décidé de solliciter à nouveau le suffrage des Mauritaniennes et des Mauritaniens qui sont invités à élire le président de la République le 29 juin prochain, date à laquelle aura lieu le premier tour de l'élection présidentielle. Ce soir, nous accueillons Monsieur Mohamed Bachir Ould Sass, qui est président du courant Consensus National depuis 2019, qui est également académicien activiste au sein de la majorité présidentielle, notamment le parti Al-Insaf, et précédemment qui était membre du comité des médias désigné en 2019 par le président Ghazouani. Donc, vous êtes le premier invité qu'on reçoit depuis que monsieur le président de la République, Mohamed Ould Ghazouani, a décidé de se représenter comme candidat à l'élection présidentielle du 29 juin. Nous allons recevoir d'autres candidats. Donc, bonsoir, monsieur Mohamed Bachir Ould Sass. Merci d'être avec nous. Nous sommes également ce soir avec deux de nos chroniqueurs, avec Nada Ahmed Ouliej. Bonsoir, Nada. Nous sommes également avec notre chroniqueur Amadou Khan. Bonsoir, Amadou. Bonsoir, Diaye. Alors, je me tourne vers notre invité. La première question que je vais vous poser, elle concernera d'abord les médias, étant donné que vous étiez précédemment membre du comité média du candidat Ghazouani. Je précisais du candidat Ghazouani. C'était en 2019 pendant l'élection présidentielle. Ouais. Aujourd'hui, 5 ans après, quelles sont les garanties qui ont été apportées par le président Ghazouani ou par la majorité présidentielle en termes d'impartialité, en termes d'ouverture des médias et en termes de liberté de la presse? Est-ce qu'il y a eu des avancées notables par rapport au mandat de Mohamed Ould Abdelaziz, de président Aziz? Président Ghazouani. Président Ghazouani, pardon. Excusez-moi. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Merci pour nos téléspectateurs. Et je tiens, si vous permettez, tout d'abord, avant de répondre à votre question, je tiens à exprimer mes profondes condoléances aux familles des victimes de l'accident d'avion qui a eu lieu aujourd'hui dans la wilaya d'Adrar. J'exprime mes profondes condoléances pour les familles des victimes et pour leurs petites familles, pour leur grande famille d'armée républicaine. Nous les considérons comme des chouhada parce qu'ils étaient sur la voie de l'apprentissage, l'entraînement au service de la patrie. Donc, comme chouhada, D'accord. L'équipe de Rémi Info se joint à vous pour présenter également ses condoléances aux familles. Ça, c'est d'abord très important pour moi. Deuxièmement, pour répondre à votre question, tout à fait, les réalisations qui ont eu lieu depuis l'accès à la magistrature suprême de son Excellence, Monsieur le Président Mohamed Ould Ghazouani, sont évidentes. Vous avez posé la question sur les côtés médias. Pas plus tard que la semaine dernière, Mourassioun sans frontières, en fait, les groupes de la presse internationale considèrent la Mauritanie comme l'un des premiers pays en matière de la liberté d'expression, en matière de la liberté de presse. Donc c'est un score extraordinaire qui fait la fierté de tous les Mauritaniens objectifs. Et j'espère que ce débat soit un débat objectif et constructif dans ce sens, en se focalisant sur les points positifs, en étant constructif et loin des milices qui jettent l'anathème sur tout. Il y a des grandes réalisations, il y a bien sûr des efforts qui n'ont peut-être pas forcément abouti à 100%, mais des réalisations sont là, des succès sont là, et on va en débattre avec beaucoup de joie et beaucoup de positivité. Sans tarder, je donne la parole à Nada. Alors, toujours sur les questions politiques, vous êtes président donc, du courant Consensus National. Donc moi, ma question est la suivante. Donc, vous faites part de la majorité présidentielle, si j'ai bien compris. En quoi ce courant, qui s'intitule Consensus National, se distingue-t-il
du parti de la majorité. Nous faisons partie de la majorité présidentielle. Nous étions même, en fait, notre choix, notre appellation, c'est Ijma al-Watani. J'étais parmi d'autres Mauritaniens à être, si ce n'est pas le premier, on était parmi les premiers des premiers. Moi-même, j'ai écrit un article à l'époque pour considérer que le président Ghazouani représente pour nous des consensus nationaux, pour plusieurs raisons. Pour des raisons liées à son personnage, à sa forte personnalité, à sa sagesse, à notre avis, à son expérience en tant que leader pendant des années d'état-major des armées de notre pays, en tant qu'homme de savoir, un homme de charisme. Il a des atouts qui nous ont convaincus en tant que politiciens. D'autres ont le droit d'avoir d'autres avis, mais nous, on a considéré et on considère toujours que le président de la République actuelle, notre candidat, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, est un candidat de consensus national. Et ce consensus national, déjà, quand on a élaboré ces concepts, personne n'en parle. Par la suite, ça a été retenu par les médias et la réalité sur le terrain aussi a affirmé cela de plus en plus. Dès le départ, le président de la République a réussi à installer une certaine quiétude au niveau du jeu politique. Il y a ce qu'on appelle tahdia, il y a ce qu'on appelle l'apaisement de l'environnement politique. Et je termine là-dessus, que ce consensus aussi se confirme de plus en plus aujourd'hui avec les ralliements des personnalités des poids, comme Ahmed Oudada, une personnalité historique de la politique en Mauritanie, doyen de l'opposition, et d'autres personnalités. Tout cela témoigne, tout cela prouve, si preuve en est, si besoin de preuve en est, que le président de la République et sa candidature représentent un consensus national. J'ai bien compris, par rapport aux idéaux politiques, qu'est-ce que vous avez apporté de plus à ce parti de Ghazouani, le parti de la majorité? Alors, il faut savoir que dans chaque... Exactement, c'est une très bonne question. Il faut savoir que dans chaque parti, il y a des mouvements, il y a des courants. On considère dès le départ que notre ligne politique se rejoint à la ligne politique de ISAF. Donc, dès le départ, nous étions juste une initiative. Beaucoup d'initiatives, beaucoup de Moubadarat se sont rejoints, se sont retrouvés avec les partis de ISAF. Nous considérons que les partis de ISAF représentent aujourd'hui représente déjà, en fait, et incarne la référence al-Marja'iyya. Et cette référence s'épuise dans les programmes du président de la République. Nous nous retrouvons en cela. Nous considérons que le programme du président de la République est pour nous une référence, donc une marja'iyya. Donc vous êtes parfaitement en adéquation avec la pensée politique de l'INSAF. Absolument. Et nous considérons donc que notre soutien est une suite logique et naturelle de notre choix et de notre engagement politique, notre soutien de la candidature du président de la République, son Excellence Mohamed Cheikh Ghazouani, et nous considérons encore une fois qu'il est aujourd'hui un véritable candidat du consensus national, non seulement du consensus national, mais aussi du pacte républicain. Du pacte républicain qui a permis justement d'élargir ces consensus nationaux. Quel est le bilan de Ghazouani par rapport à beaucoup de questions? Par rapport, si vous voulez, alors je préfère intervenir. Si ça vous attend, on va essayer d'être pas trop long parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, s'il vous plaît. Essayez de synthétiser au maximum vos réponses en donnant l'essentiel des éléments, bien évidemment. Très bonne question. Si vous voulez, le bilan, on peut le traiter, on peut l'évaluer sur plusieurs facettes et sur plusieurs registres. Je voudrais attirer votre attention sur un registre qui me tient au cœur, c'est le registre social. Parce que je considère que le président de la République, son Excellence Mohamed Cheikh Ghazouani, a réussi à faire de la Mauritanie, ou en tout cas mettre de la Mauritanie sur la voie d'une république sociale et solidaire, au service de tous. Mauritanie a tout ça à genoux. Il a réussi à faire cela, en témoin la réalisation, les grandes réalisations qui ont eu lieu avec ce qu'on appelle aujourd'hui Ta'azul, qui est en fait les bras sociaux de l'État depuis les bras sociaux de l'État
depuis l'arrivée au pouvoir de son Excellence Mohamed Cheikh Ghazouani. Elle a plusieurs composantes, des composantes, je dirais, de microfinance, des composantes d'intervention pour l'inclusion, des composantes pour la couverture maladie. Aujourd'hui, et c'est la première fois en Mauritanie, où presque 66% des Mauritaniens bénéficient de la couverture santé, de l'assurance maladie. Et ce chiffre est vérifiable? Quelle est la source? Ce chiffre est vérifiable. Vous pouvez naturellement voir avec plusieurs les registres, en tout cas, Parce qu'en Mauritanie, en fait... Dernièrement, les chiffres ont été publiés par Ta'azour et par beaucoup d'autres. C'est moi qui a transformé en fait l'idée en pourcentage. Mais le fait que 620 000 personnes, imaginez, 620 000 personnes ont bénéficié dernièrement de la couverture santé de l'assurance maladie. C'est la première fois. Ajoutez à cela plein d'autres réalisations sociales. Je peux vous en citer des exemples. On ne va pas tout citer, mais... Non, mais je peux quand même, pour moi, les côtés social est très important. Regardez, c'est la première fois où on prend soin de nos aînés, des personnes retraitées. La première fois où il y a une augmentation à 100% de la retraite. Même les veuves de retraités, on leur accorde aussi des soutiens. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Il y a plein de réalisations sur les plans sociaux, pas seulement au niveau de la santé, avec la construction aussi des écoles dans des milieux ruraux. Sur les plans des infrastructures, vous parlez des bilans. On a pu également réaliser plein des infrastructures. Je ne veux pas vous citer des ponts comme les ponts dernièrement de Riyad ou autres, et d'autres chantiers sont en cours, mais je peux vous citer par exemple des choses qui permet à nos jeunes de se projeter dans l'avenir avec la mise en place de l'école de métier de l'énergie, parce que notre pays vise à être véritablement un hub pour l'énergie verte, la green energy. Il y a au niveau du mix énergétique, on a pu réaliser plein de succès là-dessus. La mise en place d'une école pour le métier de l'énergie, du pétrole et du gaz, la mise en place d'un institut supérieur pour les techniques numériques, ça aussi c'est un métier d'avenir. Si vous voulez, d'accord. On ne va pas détailler toutes les réalisations de Radio Ghazouani. Sont nombreuses, et je vais terminer avec une aussi qui me tient à cœur, la souveraineté alimentaire. C'est la première fois où notre pays arrive à réaliser une souveraineté alimentaire, ou en tout cas l'autosuffisance, à hauteur de 98%, 99%. Les chiffres ont été annoncés par le ministère, en tout cas. Mais ces chiffres sont vérifiables, il y a des sources. En tout cas, sur le terrain, tout le monde sait qu'aujourd'hui, en Mauritanie, en matière de riz, souveraineté alimentaire, je n'ai pas dit partout. Oui, mais est-ce qu'on peut parler d'autosuffisance alimentaire en Mauritanie? Je parle d'autosuffisance alimentaire sur certaines filières. D'accord, voilà. Là, je parle précisément sur la filière riz, on a arrivé à réaliser l'autosuffisance alimentaire. Et sur certaines filières, d'autres filières agricoles, comme vous voyez, certaines légumes, sur certaines filières, et il y a un programme mis en place par son Excellence Mohamed Cheikh Ghazouani pour réaliser l'autosuffisance alimentaire de notre pays. D'accord. Des très bons projets en la matière. On vous remercie. On va donner la parole à Amadou Kane qui n'est pas intervenu encore. Amadou. Bonjour de m'avoir laissé la parole. Alors, Monsieur Béchir, je vais revenir d'abord sur la question des médias. Donc, vous avez été membre du comité média de Ghazouani. Il l'a déjà dit, Monsieur Diadi. Alors, à votre humble avis, en toute honnêteté, on a l'élection présidentielle qui arrive dans un mois. Et quand on zappe aujourd'hui sur les chaînes de télévision mauritaniennes, nationales, publiques et privées, on voit que les discours en boucle soit des membres du gouvernement avec les pancartes INSAF, ou soit comment ça s'appelle, les comités de soutien du président Ghazouani. Il n'y a que ça sur les chaînes de télévision. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui cet état de fait comme quelque chose d'équitable par rapport à d'autres candidats? Ça, c'est un. De deux, vous semblez faire de Ahmed Ould Daddah, le soutien d'Ahmed Ould Daddah, comme un argument de campagne. Mais que vaut le soutien d'Ahmed Ould Daddah aujourd'hui quand on sait que le parti RFD n'a même pas été capable d'avoir
ne serait-ce qu'un seul député, moins d'1% sur les élections présidentielles. Et d'autant plus que le lendemain du soutien, soi-disant, d'Ahmed Dada, il y a eu un communiqué un directoire, en tout cas d'une partie des membres du RFD, qui ont dit que non, ils ne soutiennent pas Ould Ghazouani. Ça, c'est ma deuxième question. Donc, je vais essayer de résumer pour ne pas être long. Et vous citez depuis tout à l'heure d'immenses réalisations. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez cité ici. Vous parlez de réalisations, vous avez parlé de pont. Mais quel pont 5 ans de pouvoir. Aujourd'hui, quand on parle de pont, non, vous avez cité, vous avez parlé parmi les grandes réalisations. Cité en guise d'exhaustivité. Oui, mais cité des exemples. Non, mais vous avez dit que c'était une grande réalisation parmi les grandes réalisations des ponts. Alors, moi, je dirais pas des ponts, c'est pas des ponts, c'est un seul pont. Oui, oui, c'est pas des ponts. Il y a d'autres ponts. Mais qui sont, depuis quand ils ont été commencés? Alors, pas en même temps. Le pont oui, mais j'ai fini ma question, d'accord. Le pont de Haïs Sakin, ça fait, il a commencé quasiment en même temps que le pont de Bamako. Ça va faire bientôt 5 ans. Le pont de Madrid, ça avance, mais dans combien de temps? D'autant plus que le petit pont de Bamako est resté 5 ans avant la finition. Alors qu'ailleurs, des ponts qui font qui sont beaucoup plus imposantes ont été finis en une année, 2 ans maximum. Et vous parlez de l'autosuffisance alimentaire. Là aussi, vous faites le distinguo entre l'autosuffisance alimentaire générale, avant de préciser que c'est uniquement le riz. Est-ce que avant, quand on est uniquement non, mais vous ok, d'accord. Vous n'avez pas, mais non, vous avez quand même donné l'exemple précis. D'accord, vous avez donné l'exemple précis du riz, que la Mauritanie aujourd'hui est autosuffisant en riz. Mais est-ce que le prix du riz a baissé par rapport à quand on n'était pas autosuffisant aujourd'hui? Est-ce que le Mauritanien aujourd'hui qui va au marché, est-ce qu'il paye le même prix du riz aujourd'hui qu'il le payait avant quand on n'était pas autosuffisant? Qui a 5 ans va l'arrivée de Ghazouani au pouvoir? Très bien. Voilà. J'ai fini mes questions. On vous écoute, monsieur Béchir. C'est bien. Vous avez posé d'abord une question concernant les médias. Oui. Il faut savoir que, en tout cas, la Mauritanie est un pays, de notre humble avis, un pays qui fait énormément d'efforts pour être un pays institutionnalisé, avec des institutions qui marchent. Et ces institutions ont des règles à suivre. Vous n'êtes pas sans savoir que pour la représentativité ou pour les passages aux médias, il y a des critères. Et ces critères sont liés au pourcentage de représentation au niveau de l'Assemblée nationale. J'espère bien que vous jetez un peu un œil sur le niveau de la présence de l'INSAF, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale par rapport à d'autres. Donc, le passage à la télévision publique est lié à ce que vous réalisez ou à ce que les familles politiques peuvent réaliser au niveau comme ce qui se fait en France, par exemple. Ce qui se fait dans tous les pays qui se respectent. Mais vous pouvez trouver des gens qui, comme ça, qui jettent des appréciations sans qu'il y ait des critères. Il y a des critères à suivre. Si vous n'avez même pas un député au niveau de l'Assemblée nationale, comment vous voulez-vous vous mettre à égalité avec un parti qui a 70% de la représentation? Oui, mais on est censé quand même vous donner la parole. Oui, donc je réponds à cette question en renvoyant déjà les téléspectateurs à juger les choses en fonction, et c'est pour cela, à ce titre, en tant qu'homme démocrate, et en tant qu'homme aussi trop soucieux de la souveraineté de notre pays, j'invite tout le monde à participer aux élections, non seulement aux élections présidentielles, mais à toutes les élections, et à faire en sorte que les changements que nous souhaitons tous pour l'évolution et pour l'avancement de nos acquis démocratiques, que l'ancrage de ces acquis soit de plus en plus fort à travers la participation au jeu électoral de façon clean, de façon sérieuse, de façon respectueuse. Et je passe à la deuxième question parce que après, on a aussi une autorité qui gère cela. Voilà, qui gère cela et qui, au moment des élections, au moment surtout de campagne, et c'est un peu trop tôt pour juger ou parler sur ça, va respecter les règles et accorder à chaque candidat le droit d'accès aux médias publics. Ça, je peux vous l'assurer. Et que vous êtes sérieusement respecté. Et dans toutes les langues, j'imagine? Et dans toutes les langues nationales. D'accord. Naturellement. Dans toutes les langues nationales. On est fiers. D'ailleurs, notre candidat, le président de la République,
personne ne peut faire de surenchère sur l'attachement du président de la République, Mohamed Bouchir Ghazouani, sur l'unité nationale. C'est le socle de son programme. C'est lui le premier aussi qui a réinstauré l'idée de l'école républicaine. C'est lui le premier à travers son discours de Wadan et à travers son discours de Nida Joël. Sauf que l'école en Mauritanie est dans un état catastrophique et lamentable. C'est triste de le dire. On vient de loin. On vient de loin. Et les efforts ont été initiés. Donc maintenant, on a réinstauré l'internat. On a réinstauré l'obligation de l'école républicaine pour tous pour la première année. Il y a, si vous voulez, un parcours qui a été initié, une trajectoire qui a été initiée. Il faut bien commencer quelque part. Et comme on dit en arabe, ça commence par un pas. Et on a commencé on a initié de vraies réformes pour l'école républicaine. Et ça va, Inch'Allah, aboutir au profit de tous les Mauritaniens. Par rapport aux langues nationales, le président de la République a réouvert, par exemple, aussi des festivals de Sonoké en parlant lui-même, en saluant nos cousins et nos frères Sonoké par les langues. Ça reste un titre symbolique, monsieur, on ne peut pas considérer ça comme une grande réalisation pour la question de la langue nationale. Le symbolique fait partie de la réalité sociale et politique. En plus, le discours de Wadan est quelque chose de concret. Le fait est que le président, que ce soit considéré comme quelque chose d'extraordinaire, monsieur, le simple fait que le président ait prononcé un mot ou deux mots, une phrase, on va dire, pour être gentil, en soniqué, que ça soit considéré comme quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a un problème quelque part. Pas du tout. Il faut partir. Ça devait être quelque chose de naturel, de banal chez nous. Et prenez l'inverse. En tout cas, ça témoigne d'un geste d'empathie, de sympathie, et c'est quelque chose de bien. Il faut, comme je l'ai dit tantôt, il ne faut pas être dans les côtés milisme, toute chose vaut rien, toute chose est née, toute chose ceci, toute chose. Pour moi, je suis un homme qui essaie d'être positif. Tout geste de bien mérite d'être salué. Cela ne veut pas dire qu'on a dit que c'est extraordinaire, que c'est angélique. Moi, je dis que c'est quelque chose de bien. C'est ce que j'essaie de vous dire. Et je dis que personne ne peut faire de surenchère sur l'attachement fort du président de la République sur la question de l'unité nationale. Et j'ai cité comme exemple les efforts qu'il a fait pendant le discours de Wadan, qui appelle tout le monde à la citoyenneté, à l'unité nationale. D'accord, on a entendu votre point de vue. Et aussi Nida Joël. Tout ça, dans le registre politique, ce sont des choses concrètes. Merci d'avoir répondu à cette question, M. Khan. On peut revenir sur les questions économiques. Donc, je reviens sur les infrastructures. En fait, s'il y a bien une question, personnellement, qui me sidère, c'est bien celle des infrastructures. Comment se fait-il que depuis des décennies, il y a énormément de gouvernements successifs, il n'y a pas eu de grandes réalisations, sachant qu'en économie, les infrastructures sont extrêmement essentielles pour produire et pour créer d'emplois, parce que les entreprises, s'il n'y a pas de bonnes infrastructures, les entreprises ne viendront jamais investir de l'étranger. Surtout dans le sud de la Mauritanie, où il n'y a aucune infrastructure quasiment. J'entends par là les routes, les hôpitaux, parce que la Mauritanie est un pays riche d'un point de vue économique. Pourquoi il n'y a pas eu de grandes réalisations? En plus, quand je regarde le budget annuel, le taux de croissance du PIB, il y a énormément de richesses. La première chose à faire d'un point de vue économique pour inciter les entreprises à s'installer et puis à embaucher, c'est bien les infrastructures. Que propose, ma question de manière très simple, que propose Ghazouani donc pour le prochain mandat en matière d'infrastructure? Alors, d'abord, il faut savoir que ce qu'on appelle le développement, c'est tout un processus. Il faut pas, ça vient pas comme ça d'un claquement des doigts. Et le président Ghazouani, dès le départ, il a annoncé un programme très ambitieux pour une économie mauritanienne productive. C'est-à-dire une économie qui rompe avec la rente et qui se dirige vers la productivité, en facilitant les infrastructures, en mettant en place des infrastructures, en attirant des investissements étrangers, etc.,
investissements locaux aussi, en mobilisant les épargnes locales pour l'investissement, etc. Mais tout cela ne se fait pas à un claquement des doigts. C'est un processus. Il y a des efforts qui ont été faits là-dessus. Et voilà, je peux vous dire qu'aujourd'hui, si on regarde les fondamentaux de notre économie, témoignent d'une certaine instabilité. On sort de la crise de l'épidémie du siècle que beaucoup de pays n'ont pas, ou en tout cas, ils ont eu beaucoup de tâtonnements pour les gérer. Nous, notre pays a réussi de la première année après Covid à afficher un taux de croissance positif dès la première année, de 2021. Et aujourd'hui, cette année, on est les premiers sur la zone MENA, la zone de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. On est les premiers. Ça veut dire avec un taux de croissance annuel de ces 3 dernières années, de ces 4 dernières années, de 5%. Ce qui n'est pas négligeable pour un pays comme le nôtre, avec les défis autour. Ajoutez à cela le fait qu'on est considéré comme le partenaire le plus crédible. La croissance est toujours là. Parce que pour se développer, il faut de la croissance, mais la croissance est toujours là. 5%, c'est énorme. Bah voilà. Après, il faut savoir aussi. En France, le taux moyen était environ 5-6. C'est très important. C'est quelque chose de positif. Mais ce qui est bien aussi avec le président Rosemary, c'est qu'il a, parallèlement avec cette croissance, il mène véritablement une politique de redistribution de la richesse extraordinaire, véritablement extraordinaire, avec un programme social, avec Azur, avec ses composantes, avec les programmes de l'accès au logement, avec le programme de distribution justement comment dirais-je, de soutien, des transferts sociaux, et la couverture sociale que j'ai évoquée tout à l'heure, ou en tout cas la couverture santé. Très bien, c'est pour lutter contre les inégalités. Mais est-ce qu'il y aura, qu'est-ce qui va changer par rapport au premier mandat en matière d'infrastructure? J'insiste, ma question. Ah bah c'est très bien, c'est très bien. Le président de la République a dit clairement dans sa lettre adressée au peuple mauritanien, ce qui est d'ailleurs une nouveauté, qui témoigne justement du respect énorme que son Excellence le président de la République accorde aux Mauritaniens. Et dans cette lettre majestueuse, il a dit clairement que le second mandat, ce sera un mandat justement en tout cas, de lutte contre la corruption, c'est-à-dire qu'il va véritablement, en tout cas, renforcer les mesures déjà entamées pour lutter contre la corruption. Vous savez, nous, on nie pas que la corruption existe, mais on n'a pas une baguette magique pour arrêter la corruption du jour au lendemain. Et le président de la République, avec sa sagesse, avec sa hinka et sa sagesse, si vous voulez, son leadership, a un programme ambitieux pour venir au bout de la corruption. Ça demande du temps, des efforts ont été faits, et je voudrais vous dire... Ça va permettre il y a des autres choses, Vous avez posé la question, c'est ce qui va changer. Il y a 3 autres piliers importants. Essayez d'être bref, s'il vous plaît, pas beaucoup de temps. C'est vrai. Il y a ce que je viens de dire qui peut rentrer, si vous voulez, dans le registre de la bonne gouvernance. Et c'est un véritable défi. Et la deuxième chose qui va changer, si vous voulez, c'est de renforcer aussi les mesures déjà entamées pour assurer à notre pays sa souveraineté alimentaire. Je disais tantôt l'exemple de la filière riz. Mais vous n'avez pas rebondi à ma question. Si le riz coûte moins cher aujourd'hui en Mauritanie qu'il y a 5 ans, en tout cas, on n'avait pas rebondi non plus. Oui, ça coûte moins cher dans certains endroits, absolument. Mais pourquoi il y a cette différence? Après, selon la zone et selon les moyens logistiques, etc. Mais tout le monde sait aujourd'hui qu'avec cette réalisation, on a, alhamdoulilah, du riz mauritanien avec de très bonnes qualités et de très bons goûts. Je vous l'assure aussi. Et deuxièmement, avant d'oublier l'idée, parce que il ne nous reste plus beaucoup de temps, s'il vous plaît. Vous m'avez posé une question très sûre. Moi, je vous ai dit, pour ne pas oublier, qu'il y a 3 choses importantes à retenir. Le premier s'inscrit dans le registre de la bonne gouvernance. La deuxième s'inscrit dans le renforcement de la souveraineté alimentaire, pour l'élargir à d'autres filières. Et la troisième, qui est très importante, c'est faire du second mandat
un mandat pour la jeunesse et de la jeunesse. Ça, c'est ma question suivante. Et à ce titre, pas plus tard que la semaine dernière, pas plus tard que lundi dernier, le président de la République, son Excellence M. Mohamed Cheikh Razvani, a réussi à convaincre les banquiers d'Afrique, de toute l'Afrique, à mobiliser près de 2 milliards de dollars pour justement pour financer les programmes de formation au profit de la jeunesse mauritanienne. Vous voyez, ça c'est une réussite, si vous voulez, je vais vous dire en fait de façon très... Donc qu'est-ce qui va changer en matière de chômage? Alors, en fait, vous nous donnerez l'information un peu plus tard. L'information elle est là. Je vous ai dit tout simplement, et je termine là-dessus, que le président de la... Ça c'est l'une des réussites d'ailleurs du président de la République, Mohamed Cheikh Razvani, de réussite de convaincre tout le monde, de convaincre nos partenaires européens, de convaincre nos partenaires africains, y compris les institutions bancaires et financières, à mobiliser des fonds au profit de la jeunesse mauritanienne. Et ça s'ajoute au succès insoupçonnable et remarquable de son excellence. On remercie M. Béchir. Alors, je veux rebondir sur la question de ma collègue Nada. Elle vous a posé une question pourtant très claire. Oui. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi il n'y a pas de grande réalisation d'infrastructures? Et vous ne nous avez pas donné une réponse claire. Vous n'avez pas été capable de nous donner une réponse claire. Je vais résumer. Donc, vous ne nous avez pas. Je vous donne. Non, laissez-moi finir. Donc, comme ça, vous allez. Donc, ça, c'est de un. De deux, vous avez parlé de la lutte contre la corruption. Oui, vous allez partir ailleurs. Non, non, mais si vous voulez que je vous réponde, je vais vous répondre. Ok, vous répondez et après, Voilà. Ok. Voilà. Parce que sinon, lui aussi, il me relance. Mais si vous voulez que je vous réponde, je réponds directement. Alors, quelle est cette réalisation dont on peut en être fier aujourd'hui? Ça, c'est une réalisation de Razvani. Absolument. En matière d'infrastructure. En infrastructure, je vous ai cité des exemples pour moi très éloquents. Le fait, par exemple, de considérer que les métiers digitaux, que les métiers d'énergie, les défis aujourd'hui auxquels l'humanité entière fait face, c'est l'énergie et les digitales. Le président de la République en était conscient en mettant en place une énorme école mauritanienne pour la formation en matière de métiers d'énergie et un autre institut supérieur pour les métiers du digital et numérique. Donc cela pour moi c'est déjà une grande réalisation aussi, parmi d'autres. Je peux vous citer la mise en place du Haut Conseil d'investissement pour répondre à la question tout à l'heure. Mais ça, c'est pas du concret, ça, c'est des institutions, monsieur, mais c'est pas une réalisation concrète qu'on peut voir. C'est une institution, monsieur. On ne peut pas vous demander des infrastructures. Vous nous parlez de la mise en place d'un conseil. Non, c'est un exemple. Je peux vous citer comme exemple. Non, je viens de citer. En fait, quand on vous demande des infrastructures, on vous demande des ponts, des aéroports, des autoroutes. Juste pour rebondir sur la question. C'est ça qu'on vous demande, pas une école. Il ne faut pas avoir, monsieur, il ne faut pas avoir une vision réductrice des infrastructures. Ça, je tiens à le dire, les téléspectateurs, ils le savent. Les infrastructures ne se résument pas à une chaussée ou une rue. Oui, on est d'accord avec toi que ça ne se résume pas à une chaussée. C'est pour ça qu'on vous pose la question, on vous parle des aéroports, des autoroutes. La semaine dernière, oui. La route de l'Espoir a été restaurée jusqu'à Maqta al-Hjar dans le Brakna. Pas plus tard que la semaine dernière. Flambant neuf. Vous voyez, je peux vous citer plein d'autres routes. Une restauration de route, c'est ça l'infrastructure? Non, je peux vous citer. Monsieur, il ne faut pas être réducteur. Non, je ne suis pas réducteur. Non, on vous a posé une question concrète. Bien sûr. On vous a dit quelle est la réalisation d'infrastructures concrètes et vous parlez de la réflexion d'une route. C'est pas un projet concret. Je ne pas dit que c'est la seule. Je vous donne ça comme d'accord. Moi, je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qui a été fait. Mais c'est qu'il n'y a pas, monsieur, en quelque sorte. Non, il y en a, bien sûr. La route, par exemple, qui relie, je peux vous citer des hôpitaux. L'hôpital de Tijikja, l'hôpital de Selibabi. Je peux vous, dernièrement, l'hôpital qui est en cours de construction à Lyon. Je peux vous citer la route, par exemple, entre Selibabi et Tijikja. Il y a plein de projets qui sont en cours, des chantiers d'infrastructures qui sont en cours. Je vous ai cité la création des écoles. Les écoles, pour moi, c'est on va clore ce sujet sur les infrastructures. On va clore ce sujet sur les infrastructures. Du coup, je vais finir là. Je voudrais également citer quelque chose qui est pour moi aussi une réalisation, la mise en place de la grande société publique de Ma'aden.
c'est une grande réalisation aussi. Alors, dites-nous peut-être en quoi ça consiste. En fait, Ma'adel, c'est une société aussi pour en fait réinstitutionnaliser les efforts que certains de nos jeunes font, par exemple, pour la recherche de l'or. Avant l'arrivée au pouvoir de son Excellence Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, il n'y avait pas cette institution. Vous voyez, cet effort d'institutionnalisation du secteur de l'or, c'est quand même un point positif très important. Je vous remercie, M. Béchir. Alors, on ne va pas citer toutes les infrastructures en Mauritanie, toutes les réalisations. On va clore ce sujet et on va passer à autre chose, Nada. On va juste revenir sur le chômage. Donc, le Ghazouani, dans son programme, il dit que le prochain mandat sera consacré précisément à la jeunesse. Donc, quand j'ai regardé les chiffres, je suis allée sur ONS, l'Office national de la statistique. Il y avait un taux de chômage de 12% en fait qui date de 2014. Donc, on a vraiment du mal à trouver des données statistiques actualisées. C'est dommage. Alors, je suis allée sur le site de l'Organisation internationale du travail. Elle disait qu'elle estimait qu'un jeune sur deux, un jeune Mauritanien sur deux, est au chômage. Donc, concrètement, cet objectif de Ghazouani, comment il va se traduire, ces jeunes-là? Est-ce que ce sont les 2 milliards que vous avez évoqués tout à l'heure qui vont financer la formation des jeunes et donc leur insertion sur le marché du travail? Les 2 milliards qu'on n'a pas encore eu, qui sont que des promesses. Parce que les institutions internationales aiment faire des promesses sans je vous rassure, les donner. Je vous rassure déjà que nous, on ne compte pas uniquement sur les 2 milliards de gauche ou à droite. On est un pays souverain, fier de ses ressources, fier de ses recettes, et même sans les 2 milliards, on arrive à ces 2 milliards. Donc, il faut mettre les choses. Donc, en matière de politique économique, concernant, oui, Nada, on le laisse répondre. Alors, il faut savoir une chose que, voilà, le président de la République est très conscient de cela, de l'employabilité des Mauritaniens. C'est pour cela qu'il y a un grand programme de formation, pour renforcer les compétences mauritaniennes et leur donner justement droit d'accès pleinement au marché du travail, non seulement dans le secteur public, mais également dans le secteur privé, en encourageant aussi l'entrepreneuriat. Donc, il y a plusieurs leviers qui vont être activés, dont certains ont été déjà activés et d'autres qui vont être réactivés de façon forte dans le second mandat pour permettre à la jeunesse mauritanienne de s'épanouir et d'être fière de son pays. Je vous assure également que ne serait-ce que sur les 3 dernières années, le président de la République a réussi à faire des recrutements pour des milliers de jeunes. Je vous cite juste comme exemple. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur les exemples. Un exemple, dans le secteur éducatif, par exemple, près de 10 000 entre agents d'éducation et instituteurs ont été recrutés. C'est du jamais vu. Oui, les recrutements dans plusieurs autres secteurs. Oui, c'est très bien. Donc, tout cela, pour le prochain mandat. Donc, pour les prochains mandats, le président de la République a dit clairement qu'il y aura plus d'efforts, plus d'opportunités au profit de la jeunesse mauritanienne. Il y aura un programme de formation. Il y aura des programmes de formation et des programmes d'encouragement de l'entrepreneuriat jeunesse pour que les Mauritaniens qui veulent créer des sociétés, qui veulent créer des projets productifs vont être encouragés. Et il y aura aussi facilité d'accès au financement au profit de ces jeunes Mauritaniens. Donc, l'avenir est devant la jeunesse mauritanienne et je suis convaincu que le président de la République, en tout cas en votant pour le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, le Mauritanie et les Mauritaniens ont tous les atouts pour réussir. On vous remercie, M. Béchir. Il nous reste 4 minutes environ. Une question à Amadou Kane, une question Nada avant de clore l'émission. Alors, je vais juste rebondir sur ce que vous avez dit par rapport à la lutte contre la corruption. Vous-même, vous avez dit que vous niez pas qu'il y a de la corruption. Alors, il y a partout dans le monde, il y a de la corruption. Depuis que l'homme est homme. Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Alors, voilà. Donc, comment il va s'y prendre pour réussir ce qu'il n'a pas réussi pendant ces 5 années? Donc, d'autant plus que vous avez dit qu'il en a encore, qu'il n'y a pas de baguette. D'accord. Si, attendez, monsieur, s'il met la lutte contre la corruption, je vais être concret, s'il met la lutte contre la corruption au centre
de son second mandat, c'est qu'il se dit quelque part que ce projet de lutte contre la corruption n'a pas tenu toutes ses promesses. Pourquoi il veut lutter contre la corruption pendant le deuxième mandat s'il avait déjà lutté pendant le premier mandat? C'est vous qui vous dites. Ça témoigne justement de sa sincérité. Donc, ça sera une continuité. Ça témoigne de la sincérité et de l'honnêteté. Si je dis que je vais renforcer mes efforts pour réussir quelque chose, ça ne veut pas dire que je n'ai rien fait. D'accord. Mais ça veut dire que je vais accentuer. Je vais juste poser une question simple. Venir au bout de la corruption. Et comment compte-t-il arriver au bout de la corruption si aucune personne n'est inquiétée? Au contraire, des gens qui sont connus pour avoir participé à des projets où il y a eu beaucoup de corruption ont été recyclés et renommés. Des gens qui sont virés sur des postes ont été renommés ailleurs alors qu'ils sont impliqués clairement dans des projets où il y a eu des corruptions. Comment compte-t-il lutter contre la corruption sans punir les corrompus? Déjà, il faut être bien informé parce que beaucoup sont dans les prisons. À cause de la corruption. Voyez-vous, je ne suis pas. Je ne suis pas obligé de vous citer des noms. Mais vous m'avez dit être concret. Mais faut être concret. Mais moi, je ne suis pas obligé. Ici, il faut s'informer. On est considéré, monsieur, comme le premier pays en matière de liberté de la presse. Vous l'avez dit tout à l'heure. Et comment ça se fait-il? Non, mais il y a des choses. Aucun média ne parle de quelqu'un qui a été emprisonné pour une cause de corruption. Mais dites-nous qui, monsieur? Dites-nous qui a été emprisonné en Mauritanie pendant ces 5 ans parce qu'il est impliqué dans des projets de corruption. La question a été posée, on l'a dit parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Soit respectueux de l'intelligence des Mauritaniens. Les Mauritaniens qui... Mais et vous soyez respectueux aussi de l'intelligence des Mauritaniens. Mais vous êtes incapable de nous citer qui? Non, oui. Ne dites pas que je ne suis pas. Je ne veux pas le citer par principe éthique. Je ne veux pas citer une personne pour des raisons éthiques. Mais je sais qu'il existe au jour d'aujourd'hui plusieurs personnes qui ont été jetées en prison à cause d'une affaire de corruption. Et je peux vous en citer 5 ou 6. Mais je ne veux pas le citer sur les plateaux. Ça ne fait pas partie de mes choix éthiques, tout simplement. Mais les téléspectateurs vont vérifier. Je peux vous le dire. Non, je vous laisse. Je n'ai rien à rajouter. Vraiment, la dernière, Nada, très court. Monsieur Béchir, vraiment 30 secondes. Revenons sur les questions économiques. J'aimerais bien parler un peu de l'immobilier en Mauritanie. C'est l'une des préoccupations d'ailleurs de beaucoup de Mauritaniens. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, le prix au mètre carré en Mauritanie se rapproche de celui d'un pays développé? Vous êtes d'accord avec moi? La Mauritanie est bien un pays sous-développé. Comment se fait-il que le prix au mètre carré se rapproche de celui d'un pays développé? Et Razouani, qu'est-ce qu'il va faire en matière de l'immobilier? Parce que là, si la tendance se confirme dans les années à venir, un Mauritanien appartenant à une classe moyenne, une classe populaire, une classe moyenne, ne pourra pas accéder à la propriété. Alors je vous assure, Nada, ça c'est l'une des thématiques qui me touche aussi. L'une des thématiques qui me tient au cœur. Il y a des projets en cours. Les projets, par exemple, d'Ari pour faciliter l'accès au logement digne pour tous les Mauritaniens. Je peux vous assurer que cette question est au cœur du programme du président de la République, Ahmadou Cheikh Razouani, et il y aura, Inch'Allah Ta'ala, de vraies propositions pour faciliter l'accès à la propriété digne, à l'accès au logement digne, au profit de tous les jeunes et tous les Mauritaniens. Merci, M. Béchir. Est-ce que ça va être la première mesure? Ce sera en tout cas et je peux vous le dire à titre de symbole. Les prix seront plafonnés par quartier, c'est ça? Non, je n'ai pas dit ça. Je ne vais pas avancer des choses parce que je ne suis pas dans l'exécutif. Mais je sais qu'il y a des efforts qui vont être menés parce que le président de la République lui-même, il l'a dit, et il est, de par en tout cas mes connaissances et mes informations, il accorde une importance majeure à la question d'accès au logement au profit de tous les Mauritaniens, c'est qu'un est comme il l'a dit clairement, au profit de tous les Mauritaniens. Dernièrement, même moi, en titre de citoyen, comme je vous ai dit, qui essaye d'être aussi très proche des inquiétudes des Mauritaniens, j'étais parmi d'autres jeunes Mauritaniens, peut-être vous l'avez dit sur les réseaux sociaux, qui militent pour
la libération, si vous voulez, du marché de ciment, parce qu'on avait une sorte de cartel des sociétés qui monopolisent les ciments. Et j'étais, malgré mon engagement politique au sein de la majorité, mais j'ai senti une attente de la population et des jeunes Mauritaniens, et surtout de la classe moyenne, et j'étais avec eux. Et aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, le ministre du Commerce a reçu justement ces cartels ou ces membres du cartel. Il leur a indiqué qu'il faut faire quelque chose. Et donc, les choses commencent à bouger. Je peux encore une fois vous assurer et assurer pour les jeunes que pour le président Ghazouani, l'accès au logement, l'accès au financement des projets pour faciliter l'entrepreneuriat positif, c'est quelque chose qui fait véritablement une partie du cœur du programme. Donc la réglementation de l'immobilier. On va s'arrêter ici sur ce sujet. Il ne reste plus beaucoup de temps. L'accès à la propriété digne, au logement digne, ce sera l'une des priorités du président de la République. Merci, merci. À ce titre, j'invite tout le monde à se rejoindre au président du consensus national, de l'unité nationale et du pacte républicain pour une Mauritanie juste et solidaire. On a énormément de questions à vous poser. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Alors, ce sera vraiment la dernière. Vraiment la dernière. Ça concerne le Mali, notamment les relations entre la Mauritanie et le Mali. Récemment, on a, selon les médias, il y a eu des mouvements des deux armées au niveau de la frontière, au niveau des deux hôtes, je pense. Quelle est la nature aujourd'hui des relations entre la Mauritanie et le Mali, et quelle est la position officielle du gouvernement ou de Ghazouani, étant donné que vous militez dans le parti Al-Insaf? Ça, c'est un ordre. Est-ce que vous avez... mais en tout cas, je voudrais très sincèrement vous dire que pour nous, on était d'ailleurs le seul peuple à s'ouvrir au peuple malien au moment où tous les autres pays lui tournent le dos. Nous, on a ouvert nos ports, on a ouvert notre pays au peuple frère, le peuple malien, au moment où tous les autres pays africains lui tournent les dos. Quand il y avait les sanctions. Et ça témoigne, si preuve en est, ça prouve si preuve en est, que pour nous, le Mali, c'est un pays frère, c'est un pays, on est, comme il l'a dit le ministre de l'Intérieur dernièrement, on est un seul peuple dans des pays. Et avec le recul, monsieur, est-ce que ce n'était pas une erreur de soutenir le Mali contre toute la sous-région? On va arrêter, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, Amadou Kal. On arrive vraiment à la fin de cette émission. Merci Amadou Kal. Merci. Merci Nada. Merci monsieur Béchir d'avoir accepté notre invitation et d'avoir débattu avec nos chroniqueurs. Un débat très intéressant, très riche en idées. Merci beaucoup, merci à tous. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et on se retrouvera très prochainement avec un nouvel invité et une nouvelle émission. Salam alaikum.